Coué, bienvenue à un nouvel épisode de Coué Podcast. Aujourd'hui, un épisode bien spécial, encore une fois. On est avec Charles-Antoine Lesage et Béatrice Carrier qui travaillent les deux au bureau du Nowentio dans le territoire Wendat, donc à la Nation. Puis, ils ont travaillé depuis plusieurs années sur un projet qui s'appelle l'aire protégée Yanyehonde. C'est un projet qui visait à restreindre en quelque sorte ou avoir plus d'impact sur les coupes forestières qui s'en venaient dans un secteur bien précis. Puis, ils m'ont contacté il y a à peu près un an pour faire un film sur une gang de gens qui s'en vont dans le territoire faire une expédition de canot. Donc, on a nommé le film Expédition Yanyehonde. Donc, on est ici pour parler de ça. Salut, vous deux! Salut! Content de vous recevoir. Ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, mais là, ça va être le fun de comme mettre un peu en parole puis en lumière ce qu'on a vécu dans la dernière année. Mm-hmm. Je commencerai peut-être par chacun de vous, là, expliquer un peu c'est quoi vous faites comme job, c'est quoi votre métier présentement au bureau du Nowentio. Charles, si tu veux commencer. Oui, moi je suis analyste anthropologue au bureau du Nowentio. Je travaille surtout dans l'équipe de recherche qu'on appelle, donc je fais de la recherche historique et contemporaine sur l'occupation territoriale Wendat. Je dirais que mon implication dans le projet, c'était plus pour démontrer et documenter la valeur patrimoniale culturelle de l'aire protégée Yanyehonde. Donc, c'est ça. Puis l'idée de base vient de Béatrice, c'est ça? Ben oui. J'aime pas ça qu'on dise ça parce que ça a été un travail d'équipe, là, mais à la base, je me suis dit que ça serait le fun qu'on fasse un film. Mais moi, je connais rien. Moi, je suis biologiste. Puis la technologie, ça me dépasse. Donc, c'est un peu pour ça, là, ensemble. Moi, ça fait depuis 2019 que je travaille sur l'aire protégée. Puis j'étais collée là, sur les projets de recherche en biologie sur le territoire. Quelque chose qui est très intéressant. Puis il y a plein de résultats intéressants qui sortent de ça. Mais je me suis dit, maintenant, il faut qu'on le montre, ce territoire-là. Puis Charles, qui connaissait très bien l'histoire, ça n'a pas été long qu'il dise oui, que c'est une bonne idée. Toi, ça n'a pas été long de te convaincre non plus. Je pense qu'on s'est parlé 5 minutes, tu as dit oui. Oui, c'est un projet super intéressant là, de mixer, aller dans une expédition puis de faire un film. Mais avant d'aller un peu dans l'idée du film, j'aimerais ça savoir, c'est quoi l'aire protégée? Ça implique quoi? Puis ça fait combien de temps que le Conseil de la Nation travaille là-dessus? En fait, l'idée a émergé au début des années 2010, donc vers 2011, là, au bureau du Nowentio. Puis c'était en réponse à des coupes forestières qui étaient planifiées dans le territoire. Les Wendat savaient là, que c'était un territoire, qui était hautement fréquenté, occupé par leurs ancêtres. Là. On avait beaucoup d'informations, beaucoup de documentation historique, archéologique, archivistique, et dans la tradition orale. Mais... J'ai aimé archivistique. Fait que c'est ça, on avait beaucoup d'informations, de documentation. Mais on savait aussi que c'est un territoire qui n'avait pas eu beaucoup de coupes forestières. Et donc, ces coupes-là auraient pu mettre en péril là, le patrimoine, les sentiers de portage, les sites archéologiques Wendat. Alors, c'est quand des employés du bureau, donc Mario Gros-Louis, Jean-François Richard, Jean-Philippe Vincent à l'époque, sont allés sur le territoire pour tenter avec les plans de coupes forestières, ils voulaient voir si ces coupes forestières-là avaient des impacts sur le patrimoine. Puis effectivement, à toutes les fois qu'ils allaient sur le territoire, à leurs frais, évidemment, aux frais de la nation, là, eh bien, ils trouvaient des sentiers de portage encore intacts, ils trouvaient des sites archéologiques, ils trouvaient des choses. Et puis c'est là qu'ils se sont rendus compte que c'était un territoire qui était excessivement riche au niveau patrimonial, mais aussi au niveau écosystémique, là, ou biologique, parce qu'ils se sont rendus compte quelques temps après que c'était effectivement un massif, du moins c'était composé ce territoire-là en partie de massifs de forêt intacts. Là. Béatrice pourra en parler davantage, ça c'est l'aspect biologique. Donc c'est ça, c'était un territoire qui avait une haute valeur là, patrimoniale et biologique. Oui, c'est ça, c'est carrément deux choses. Il y a des traces d'occupation vraiment claires, récentes et anciennes même, oui. Très anciennes. Puis il y a aussi un aspect biologique incroyable dans le sens où, moi, j'arrête pas de reprendre cet exemple-là, puis tu vas sûrement rire, mais tu me parlais de l'eau des lacs à certains endroits qui sont vraiment quasiment à l'état pur. Là. Mm-hmm. Quand on dit à l'état pur, c'est-à-dire qu'il y a eu... les lacs au Québec, là, il y a bien des apports de carbone organique ou de matière organique qui vient du fait qu'on construit des routes sur le bord des lacs, qu'il y a de l'écoulement des eaux parce qu'on enlève les troncs d'arbres, là, on fait de la déforestation. Puis dans ce coin-là, le fait qu'il n'y ait jamais eu de déforestation, jamais eu de construction de route, il n'y a pas eu d'apport de carbone organique qui est plus important que ce qu'il y avait avant l'époque coloniale même. Donc, c'est des lacs qui sont
qui sont une photo de ce que c'était avant. Puis c'est très rare, en tout cas au sud du Québec, là. Donc ça, moi je trouve que c'est l'exemple le plus beau, puis c'est ce qui montre que c'est pristine un peu. Qu'est-ce que ça veut dire, pristine? Ben pristine, c'est dans ma tête, c'est clean, propre. Ouais, là, ouais. Ça n'a pas été touché, là, c'est Pur. c'est pur. Ouais. Ouais. Ben, c'est magnifique. Puis là, c'est ça, l'idée de... Dans le fond, l'idée, c'était d'un peu bloquer les coupes pour que nous, on ait le temps d'avoir accès au site archéologique puis pour aller fouiller un peu plus là-dedans avant que tout soit détruit. Puis l'autre idée, c'est de protéger l'environnement aussi. Fait que là, le conseil s'est mobilisé sûrement avec des ministères. Mhm. Tu sais, je connais pas les détails de ça, mais pour pouvoir dire, OK, ben, dans ce secteur-là, on se mobilise puis on arrête de faire des coupes forestières. Ouais. Mais tu sais, faut dire que l'industrie forestière au Québec, là, c'est une grosse machine qui prend difficilement en compte les intérêts autochtones, là, donc sur le territoire. Il y a quand même des processus de consultation qui existent, dont l'harmonisation forestière. Là. Mais ce qu'il faut dire, c'est que cette machine-là pousse, puis nous, on est toujours en avant, là, puis faut toujours qu'on travaille rapidement pour qu'il y ait des coupes dans le territoire. C'est comme un acquis. Il y a des coupes de bois dans le territoire. Fait que l'idée de la protéger, c'était justement de mettre d'arrêter ça pour au moins, tu sais, qu'on soit capable de documenter le territoire, la valeur écosystémique, archéologique, patrimoniale des lieux. Fait que, puis on se rendait compte, les Wendat se rendaient compte que c'était pas avec l'harmonisation forestière que ce territoire-là pouvait bel et bien être protégé. Ça prenait vraiment un statut de conservation. Puis c'est de là qu'a émergé l'idée d'une aire protégée. Là. C'est vraiment dans l'esprit d'arrêter d'être en mode réaction tout le temps, puis d'être proactif sur ce territoire-là. Donc là, on sait où sont les sentiers, on veut les mettre en valeur, puis on ne veut pas avoir à chaque fois qu'il y a des plans de coupe à rejustifier le fait que ces sentiers-là existent. Puis c'est ça, ben, le fait de l'avoir, de le sécuriser, ben là, on peut respirer. Puis la recherche, ben, on peut promettre de la recherche à long terme à des chercheurs parce que la forêt va rester là. C'est un problème qu'on avait aussi au départ. Tu engages des chercheurs, ils veulent venir, puis ils disent « Ouais, mais là, s'il n'y a plus de forêt demain, moi, je ne peux pas publier. Je n'ai pas de portrait de ta forêt. Là. Je ne peux pas leur garantir rien. » Des chercheurs internationaux, des gens qui viennent un peu partout. Là. Ouais, ben, il y a des Français qui s'intéressent un peu à ça aussi. Ben, pas en ce moment, honnêtement. Là, on est vraiment, on a plusieurs universités quand même. On a l'Université de Québec à Montréal, l'UQAM, l'Université Laval, on a une des chercheurs de l'Université du Québec à Chicoutimi. Donc, plusieurs personnes qui sont super intéressées au fait qu'il y ait un massif de forêt vierge. Puis ce qui est important de dire, c'est que le massif de forêt vierge est vraiment au sud. Donc, tu en as là, des grosses bandes de massifs de forêt vierge au nord du Québec, mais c'est pas la même forêt, c'est pas le même climat. C'est plus la toundra un peu là-bas. Ouais. Ben, c'est que ça devient plus un écotone qui est entre la toundra et la forêt. Ici, c'est pas le cas, là, c'est vraiment forestier, forêt boréale. Donc, quand on leur disait ça, ben déjà, il fallait les convaincre que c'était une forêt vierge, parce que les gens, ils sont surpris. Ils disent, voyons donc, ça existe encore ici. Aussi gros, oui. Puis donc, c'est de dire, mais comment ça, vous savez que c'est une forêt vierge? Qui c'est qui vous l'a dit? Comment? Donc là, c'est de refaire la preuve à chaque fois. Donc, vous l'avez fait, ça? Oui, ben c'est grâce à un chercheur en foresterie, Louis Bélanger, qui a pris, lui, les cartes forestières, puis qui les a superposées. Puis des cartes même de ceux qui parcouraient le territoire là, avant, là, avec des cordes puis des... D'arpenteurs, oui. Il les a toutes mis une par-dessus l'autre, puis il a vraiment réalisé que peu importe comment ils superposaient, il n'y avait jamais eu là, de foresterie là, à l'intérieur de ce massif-là. Puis y en a-tu d'autres comme ça, des endroits comme ça, des secteurs? Parce que c'est quand même un grand secteur. Là. On parle de quoi, 360 km²? Oui, à peu près. Un peu plus de 300 km². Mais là, c'est qu'on faudrait inclure aussi la réserve de biodiversité du Triton qui a réussi à en protéger une partie. Okay. Donc, le massif de forêt vierge, en soi, est beaucoup plus gros que ce que nous, on réussit à protéger. Mais au total, ça doit être peut-être 600 km². Oh, wow. Mais au Québec, il y en a encore des petits... Ils les appellent des écosystèmes forestiers exceptionnels, puis c'est tout petit. C'est peut-être un 4, 5, 6 km² parce qu'il y avait des gros arbres de gros diamètre, puis on a voulu les protéger, mais c'est très rare, puis c'est pas aussi massif. Là. Donc, très, très unique. Puis moi, c'est ce qui m'a motivé aussi à participer au projet. Là. Je me suis dit, ben là, c'est la recherche à l'intérieur de ça, ça doit juste être le fun. Puis après ça, c'était mon premier contact avec la Nation Huron-Wendat. Puis je me suis dit, c'est pas juste ça. Là. C'est bien beau aller faire de l'échantillonnage biologique, mais j'aimerais ça aussi connaître l'histoire de ce territoire-là. Puis
de le parcourir, puis de le connaître, tant qu'à le protéger. Je le connais très bien sur carte. Un peu trop bien. Puis là, ben, c'est ça. C'est d'y aller puis d'apprendre à le découvrir. Puis ça se situe où, ça, ce secteur-là? Bonne question. C'est au nord de la ville de Québec, là, mais plus précisément, c'est dans la ZEC de la Rivière-Blanche, ou du moins, il y a une partie dans la ZEC de la Rivière-Blanche, puis une autre partie dans la réserve faunique des Laurentides. Donc, c'est ça. Mettons, en auto, là, à partir de Québec, là, c'est 2h30 à peu près là, pour se rendre, 2h30, 3h. C'est vers Saint-Raymond. C'est un peu à l'ouest, au nord-ouest de Québec, en fait. Exactement. Ben, c'est ça, là, je vous pose des questions, mais j'en connais beaucoup sur le sujet, mais évidemment, je veux vous tirer les verres du nez. fait que c'est ça, on jase, là, mais je vous pose des questions qui peuvent vous sembler peut-être un peu, comment dire, bénin, là. On va voir la base. Mais tu sais, c'est ça, puis c'est très intéressant comme projet, puis c'est vraiment le fun d'aller chercher ces informations-là. Quand tu es quelqu'un du public qui connaît absolument rien sur le projet, moi, je trouve ça fascinant, en tout cas. OK. Fait que là, dans le fond, il y a eu de la recherche pendant une dizaine d'années, il y a eu des fouilles archéologiques, on a réussi à reconstituer des tracés des anciens chemins de nos ancêtres, que ça remonte à peut-être des centaines d'années. Puis, on a des sites qui sont vraiment précis, comme par exemple le site de la cabane à Daniel. Exact. Ouais. Donc, c'est ça. Il y a plusieurs sites archéologiques. Là, tu parles du site de la cabane à Daniel. Ça a été découvert je dis découvert, là, on connaissait son existence. C'était raconté par des aînés, mais où on a vraiment... Des archéologues ont vraiment là, découvert le site, ou du moins l'ont fouillé. C'est en 2016 et en 2017. Donc, ça, c'est une cabane de trappe traditionnelle, là, donc avant l'arrivée des clubs privés notamment, qui était utilisée par la famille Gros-Louis. Là, donc, Daniel Gros-Louis, ses parents, ses enfants. Donc, ça, c'est une preuve, je veux dire, irréfutable d'occupation territoriale. Wendat. Et puis, avant les clubs, donc parlons-en des clubs. Oui. Donc, c'est quelque chose qui est arrivé à la fin des années 1800. Exactement. Donc, avec une volonté d'exploitation, de colonisation du territoire, est arrivé des parcs de conservation comme le Parc national des Laurentides. Puis, avec le chemin de fer qui partait de Québec puis qui allait jusqu'au lac Saint-Jean, il y a eu une privatisation du territoire tout autour du chemin de fer qui sont devenus des clubs privés. Ces clubs privés-là appartenaient généralement à des riches américains. Mais excuse-moi, eux, ils arrivaient, mettons. J'essaie de figurer comment ils pensaient, ces gens-là. Okay? Eux autres, ils arrivaient en train de débarquer quelque part. Ils disaient, parfait, moi, je me bâtis un gros chalet. Je vais recevoir des gens que je connais, des riches, des gens de partout qui peuvent se payer ce genre d'expédition-là. Puis, ils se disaient, j'ai tant de grands, puis ça, c'est mon club. Est-ce que le gouvernement est impliqué là-dedans pour la division des territoires? En fait, c'est que c'est un mode de financement du chemin de fer. Donc, quand le chemin de fer, ils l'ont construit, il manquait de fonds, là, le gouvernement, pour le construire. Donc, ce qu'ils ont dit, c'est ils découpaient le territoire qui était adjacent au chemin de fer, puis ils le vendaient à des personnes comme des riches Américains, des personnes qui étaient en mesure d'acheter ce territoire-là. Donc, une fois qu'ils l'avaient acheté, ces Américains-là, eh bien, ils pouvaient avoir un club privé, ils faisaient à peu près ce qu'ils voulaient sur ce territoire-là. Donc, c'est ça. Alors, c'est devenu vraiment, là, c'était la privatisation du territoire puis la conservation du territoire qui ont été des modes de dépossession territoriale pour nous, là. Mais tout ça pour dire que dans ces clubs privés-là, c'était beaucoup des touristes américains, justement, qui venaient, comme tu l'as mentionné, qui se faisaient construire des campements, qui venaient chasser, pêcher, mais qui étaient guidés par des Wendat particulièrement. Là. Puis il y avait des gardiens de territoire aussi qui, eux, étaient là l'année longue, qui étaient aussi des Wendat. Là. Parce que avant que ces clubs-là arrivent puis prennent possession des territoires, il y avait des gens qui chassaient puis qui pêchaient puis qui habitaient quasiment la moitié de l'année dans le bois. Là. Exact. Ben, prenons l'exemple de la famille Gros-Louis. On parlait de la cabane à Daniel. Bon, Daniel, lui, c'est un homme qui a vécu la plupart de sa vie avant l'arrivée du Parc national et des clubs. Il avait vécu au 19e siècle principalement, mais il a vu quand même l'arrivée du Parc national. Et donc, lui, il chassait avec ses fils. Dans le territoire de ce qu'on appelle le Parc national, il se rendait même jusqu'au Club Triton, on aura la chance d'en parler. L'expédition s'est passée dans l'ancien Club Triton. Et donc, lui, il trappait, c'est-à-dire qu'il partait sur des voyages de piégeage pour des mois et des mois durant l'hiver. Il y avait des cabanes de trappe sur ses lignes de trappe. Ils les avaient, là, parce qu'il y était plusieurs Wendat, évidemment, à le faire. Et puis donc, une fois, quand le Parc national est arrivé et les clubs privés sont arrivés, eh bien là, tout à coup, ces activités-là, qu'on pourrait qualifier de traditionnelles, là, qui étaient passées de génération en génération, étaient plus possibles, étaient plus praticables. C'était devenu illégal pour les Wendat de chasser, pêcher, trapper dans le territoire. Je veux dire, ça s'est fait de façon très violente. Là. Ils se faisaient littéralement percer leurs poches de farine, brûler leur campement. Fait que c'était une époque assez violente. Puis les fils de Daniel Gros-Louis, dont Harry Gros-Louis Senior,
ont vécu cette époque-là. Même Harry Gros-Louis-Fils aussi, le plus jeune, ils ont vécu donc cette dépossession territoriale-là directement. Et une façon de poursuivre leur occupation territoriale, ça a été de s'engager à titre de guide et de gardien de territoire. Les deux Harry Gros-Louis père et fils, ont été gardiens du Club Triton à une certaine époque, pendant 25 ans, l'un et l'autre, si je ne m'abuse. Et donc, ce qu'ils faisaient, c'est d'abord, c'est les personnes les plus aptes à guider dans ce territoire-là parce qu'ils le connaissaient déjà depuis qu'ils étaient hauts comme ça. Puis, par la suite, l'hiver, quand tous les Américains partaient, puis ils s'occupaient des campements, puis ils allaient faire aussi un peu de trappe, ils allaient piéger, ils allaient pêcher, ils allaient faire leurs activités quand même qu'on pourrait qualifier de traditionnelles, mais donc qui n'étaient pas vues au-dessus des Américains nécessairement. Puis pendant une bonne époque, parce que ça, c'est vraiment l'exemple, comme tu disais, du Club Triton, qui était un club en particulier, qui était le territoire de ces gens-là. Mais il y avait d'autres gens ailleurs sur le territoire, par exemple, qui allaient au Lac des Neiges, qui est vraiment au cœur de la réserve faunique de Laurentide actuelle, dans les années 50, 60, 70, qui allaient quand même là illégalement. Exact. Parce que c'est pas partout où tu pouvais devenir un guide. Non. Il y en a eu à plusieurs époques. Dans le Parc national aussi, ça a été possible de guider à une certaine époque, une époque un peu plus récente. Mais oui, beaucoup de Wendat ont poursuivi leur occupation du territoire. Puis une des preuves qu'on a en tant qu'anthropologue et historien, c'est les arrestations. Là. Donc, il y en a beaucoup qui ont été détruites, là, mais effectivement, on retrouve des centaines et des centaines d'arrestations de Wendat qui y en a qui sont faites sortir, je veux dire, en traîneau, là, puis du territoire. Puis c'est ça. Fait que, mais tout ça pour dire que les Wendat, pour la plupart, ont poursuivi leur occupation. Là. Ouais, à défaut de payer des énormes amendes. Exact. C'est fou pareil, hein, quand tu penses à ça. Ouais. Bien décevant. Mais bon, bref, on pourrait en parler longtemps de ça, mais il est venu un moment où on a réussi à reprendre un peu, pas la possession, mais on a pu recommencer à occuper le territoire, donc dans les 30 dernières années. On a un épisode, on en parle un peu avec Marc-André, puis Sam. On parle un peu plus précisément de ce qui s'est passé dans les années 90. Puis aussi, vous allez sortir un livre au Conseil. On pourrait peut-être en parler un peu de ça. Ben oui, effectivement. Le livre d'histoire qu'on appelle Aquatatia, qui veut dire « Nous parlons », c'est un livre d'histoire qui a été fait par le bureau d'Union Wend'Sio. Un autre projet. C'est un autre projet qui est différent, mais qui vise tout de même à diffuser, transmettre les connaissances qu'on a acquises tout au long des dernières années là, sur l'occupation territoriale Wendat. Et donc, on retrace l'occupation Wendat des origines jusqu'aux luttes contemporaines, donc du mythe de création du monde jusqu'aux années 2000. Alors, c'est raconté par les Wendat là, tout au long du livre là, qui vous accompagne. Donc, c'est vraiment un beau projet. Donc, ça, c'est un document d'à peu près 100 pages qui va être disponible en PDF bientôt pour la Nation. Ouais. Puis aussi en format papier, je pense, plus tard. Exact. Donc, au début de l'année 2022, là, on devrait l'avoir en format papier. Alors, tous les gens de Wendake qui s'intéressent au territoire puis qui se demandent tout le temps, qui me demandent « Hey Brad, c'est quoi être un Huron ou c'est quoi être un Wendat? » Ben, faites vos propres recherches. Alors, on va avoir un beau document juste pour vous. Exact. Pour approfondir votre connaissance sur votre nation. Exactement. Alors, c'est un message que je lance aux Wendat qui ont envie d'en savoir plus. Mm-hmm. C'est cool. C'est un beau projet, ça, du bureau du Wend'Sio. Je trouve ça super intéressant. Puis, donc, l'air protégé, puis ça, puis plein d'autres choses. Mais aussi le film. Donc, l'idée du film. Je me rappelle, on était au mois de novembre l'année passée, puis tu m'as appelé. Je te connaissais pas. Simon, mon ami, m'avait dit « Ah, Béatrice va t'appeler. » Puis là, tu m'as appelé, tu m'as parlé du projet que tu avais dans ta tête de partir en expédition, de dessiner, premièrement, on n'avait pas de trajet, fait que de dessiner un trajet d'expédition qui passe par beaucoup de portages, parce que en général, les expéditions de canot, c'est de la rivière, donc tu fais beaucoup de rivières puis peu de portages. Mais là, c'est vraiment de lac en lac, donc il n'y a pas nécessairement de rivière, on ne longe pas une rivière, on a vraiment fait un tracé qui était des lignes de trappe, qui étaient des portages entre certains lacs, entre certaines vallées. Fait que c'est ça. Fait que là, on s'est mis à brasser un peu des idées, quel genre de trajet qu'on pourrait faire, puis combien de temps qu'on part, puis on fait un film, tu sais, c'est vraiment tout ça. Fait que je sais pas si tu veux peut-être un peu parler de ça devient d'où cette idée-là. T'avais-tu déjà un embryon à quelque part? T'avais le goût d'aller sur le territoire, j'imagine, premièrement? Ben, c'est que j'avais le goût d'y aller, j'avais le goût de le montrer. Puis moi, je partais avec une idée complètement naïve. J'ai dit, ben, si on veut le montrer, ben, ça serait le fun d'emprunter exactement les sentiers que la Nation a réussi à protéger avec l'harmonisation forestière. Puis
de fouler là, les traces des ancêtres, là, au final. Puis, j'avais vu ton film aussi que tu avais fait avec tes amis, Ouais. parti au Yukon, Ouais. puis tout. J'ai comme, tu sais, ce genre de film-là aussi, ou un film qui toucherait autant des gens de notre âge que des gens un peu plus vieux. Tu sais, moi, j'aime ça, j'en fais des expés dans la vie, mais un film qui me donne envie, je le vois, je me dis, mais moi, je veux la faire, cette expédition-là. Mais c'est avec cette idée-là que je t'ai appelée. Puis, on a inclus rapidement Charles aussi, puis c'est grâce à lui aussi qu'on a eu un itinéraire. Ouais, c'est ça. Oui. Il faut le dire. Mais, je savais pas à quel point ça serait l'organisation. De nourrir toutes ces personnes-là. On va en parler de la bouffe. Parce puis que c'est les canaux, les... 6 jours. Ben, Ouais. En fait, on avait planifié 7 jours. Ouais, Puis 6 personnes. 6 plus personnes. personnes. Oui, puis moi, ce sur quoi j'étais naïve, c'était l'équipement que ça prendrait. Vidéo? Vidéo. Ouais, c'est ça. Et j'ai fait le saut. Quand j'ai rencontré... En plus, François, je le connaissais pas. Brad, c'est qu'il m'a proposé là, de travailler avec François Léger-Savard, qui fait ça, des vidéos Lui, il dans le Nord. venait de faire un film d'à peu près 1 heure sur une expédition de canot dans le Ouais. Grand Nord pendant un mois, si je me trompe pas. Puis moi, je me suis dit, s'il fait ça dans Vigo, on part avec. Ouais, là, mais je ne ouais. le connaissais pas. Puis là, on s'est rencontrés le jour où on partait en expédition. J'ai vu le stock dans le camion. Je pense que je suis devenue blanche, puis je suis restée blanche jusqu'à ce qu'on parte. Je regardais nos canots, je suis comme, ça n'a pas de sens, on va faire je sais pas combien de kilomètres de portage, mais tu sais, au moins une vingtaine peut-être là, à pied. Hein? Hein? Je sais pas combien de 24, kilomètres. Plus que ça. Tu comptais? Plus que ça. Hein? Moi, j'ai calculé que l'itinéraire au complet, c'est au moins 100 km, Incluant les lacs. incluant les lacs. OK. En linéaire. Là, Puis tu sais. c'est qu'on a fait plus de sol que d'eau. Là. Ouais. Ouais, beaucoup plus. Donc on a marché vraiment beaucoup. Mais tu sais, dis-toi qu'on a fait, on calculait la longueur des portages, on a fait 10 lacs, donc on a fait à peu près 10 portages qui étaient tous de 1 à 4 km. Non, en fait, le plus long était 9. 8. Ouais, Et on ne l'a 8-9. pas fait au complet à Ouais. cause d'un incident qui est arrivé qu'on pourra revenir. Là, parce que c'est quand même drôle, puis on le voit pas dans le film. Mais, puis, fait que c'est ça. D'après moi, on a fait un bon 50. Puis on le faisait toutes 2 fois. Ouais, Ben ben, oui. c'est surtout ça, en fait. On va porter les canaux, on va porter du stock, on revient, on fait le portage une deuxième fois. Tout le temps. Exact. Mais ça, C'est pas léger une batterie. Là. Mais ça, c'est normal. Puis je pense que, ouais, c'est ça, une batterie, un Kodak. Puis- Ouais. Donc ça, j'ai fait le saut, mais je suis quand même contente qu'on l'ait fait. Puis on a été fiers de le faire. Puis je pense qu'il n'y en a pas un. Moi, j'ai eu peur aussi, tu sais, qu'il y en a qui se mettent à chialer. Mais c'est parce que là, on le fait 3 fois parce qu'on a l'équipement, là, les gros pelican case à François. Mais finalement... Oui, je l'ai plugué. Mais non, mais personne... Moi, j'en reviens pas à la bonne humeur Puis, de tu tout le monde, tout le long. sais, moi, là, François, il m'a impressionné. Ah, Puis, tu sais, Brad, machine. il nous l'avait dit, là, bon, regardez, je vous recommande ce gars-là, on part avec, c'est la personne pour faire l'expédition. Puis ça faisait pas 5 minutes qu'on était... En fait, on n'était même pas encore parti, puis il y avait les 2 pieds dans l'eau, dans le lac des Passes. Ah oui. Mm. Puis, tu sais, le gars, là, il est un warrior, puis il y a pas une fois dans un portage qu'il a chialé. Je veux dire, Ah, non. il y avait ses gros case Pelican, puis il marchait, puis la vie était belle. Fait que quand t'as quelqu'un comme ça qui te suit, tu sais, ben, t'avances. Ouais. Tu continues. Puis avec t'as le pas de temps de sourire chialer. tout le temps. C'est ça. Et puis lui, il prenait pas de pause. Nous autres, Ah on non. s'assoit pour manger. Lui, il nous filme en train de manger. Ben, c'est ça. J'avais envie de dire, lâche ton Kodak, là, pour manger. Ah, mais il était Ouais. bien content de faire ça. Il était vraiment content d'être là. Puis en plus, ce qui est spécial, c'est que la dernière journée de l'expédition, on était dans le canot, puis on filmait pas. Puis tu sais, on descendait la rivière à Moïse. Puis il m'a dit, tu sais, que son frère était parti dans le coin de la Côte-Nord pour répandre les cendres de son père. Mm. Parce que son père voulait que ses cendres soient répandues sur la Côte-Nord. Puis j'ai dit, man, t'es un malade. Qu'est-ce que tu fais ici? Ben T'as ouais. travaillé avec nous autres. Pourquoi tu me sais. racontes ça? Je me sens mal. Ben ouais, c'est ça. Tu savais pas? Mais non. Ah, OK. Puis là, il dit non, sérieux, il dit, sérieux, je trouve ça vraiment. Je trouve que mon père serait fier de moi de faire de me voir faire ça avec des Autochtones parce que lui, son père était arpenteur puis il a travaillé avec beaucoup d'Autochtones dans le Nord. Tu sais, fait que il suit vraiment les traces de son père à sa manière, vu qu'il fait de la vidéo plus que de l'arpentage, mais tu sais, c'était super touchant comme moment. Puis, en tout cas, Ben, c'est qu'il y en a eu des moments touchants, là, tu me dis ça, mais vous autres, vous étiez sur les traces de vos ancêtres aussi. Mario Gros-Louis qui nous a accompagnés, je me souviens d'un soir où on était tous ensemble, il pleuvait, on venait de finir un portage, puis il a fait jouer l'enregistrement d'Harry Gros-Louis qu'on entend dans le film. Ouais. Mais quel moment spécial! Ah, Ça, c'est là. exceptionnel. Ah, c'est fou. Je l'ai entendu souvent, cette entrevue-là. Ah. Là. C'est le genre de sources avec lesquelles on travaille au bureau. Puis j'ai toujours apprécié cette entrevue-là. C'est tu sais, Harry Gros-Louis fils, il se vide le cœur. Il est en 1968, là, puis il se fait enregistrer, c'est à Radio-Canada. Il se vide le cœur, il raconte sa vie, toutes les difficultés qu'il a vécues.
Puis tabarouette, on était sur le bord du lac Reeds. On avait le cellulaire au milieu de la table. Il n'y a personne qui disait un mot, puis on écoutait Harry Gros-Louis nous raconter. Je trouve que ça a donné une toute autre signification au voyage après. C'était fantastique. On va l'écouter je pense parce que je suis capable de montrer des extraits avec notre technologie. Fait que on va faire écouter pour l'audio. Ça va être super intéressant pour les gens qui écoutent à l'audio parce que c'est l'entrevue qui dure 50 minutes, mais que j'ai shrinké en une espèce de segment d'1 ou 2 minutes. Puis sur lequel j'ai ajouté beaucoup d'images, de forêts, de nature. Fait que c'est comme un genre de segment qu'on a vécu dans le bois, à écouter l'entrevue au complet qui durait presque 1 heure, même un peu plus. Puis qu'on transcende dans le film avec des images de paysages. Fait que, sans plus tarder, voici la voix de Harry Gros-Louis, fils. Ils vaquaient à leurs occupations. On avait un beau territoire de chasse. On gagnait notre vie honorablement puis honnêtement. Et quand ils ont ouvert le parc national, ils ont dit, courant, c'est pour la protection de la faune. Ils arrivaient, et puis ils nous tassaient ici, ils nous tassaient là. Un Indien, il essaie de timider un peu autour de là. Tu nous nuis, nous autres, courant, on se rangeait, on lui donnait un petit pouce, finalement, à la force de leur donner un petit pouce, ils ont englobé tout le territoire. Le gardien passait, et puis il suivait notre île. À un moment donné, il rattrapait nos pistes. Il brisait nos pièges, ils ont même jusqu'à brûler nos cabanes. Ça nous a fait mal, puis ça nous a fait mal au cœur à part de ça. Ils ont pris le parc national pour protéger la faune, et puis le premier animal qu'ils ont tué, ça a été l'Indien. Fait que c'est ça. Très touchant, mais tu sais, c'est une petite partie de l'entrevue. Est-ce que vous pensez que cette entrevue-là pourra se rendre disponible au commun des mortels un jour? Sûrement que ce sera disponible. C'est dans les plans, là, parce qu'on a beaucoup d'entrevues d'aînés au bureau. Puis le but, c'est d'en diffuser du moins une partie. Là. Le médium devra être choisi, là, probablement sur un site Internet ou quelque chose avec le CDFM, mais pour essayer de conserver puis rendre accessible la tradition orale, évidemment, là, parce que c'est de la tradition orale. Parce que ça, c'est une entrevue qui est enregistrée, quoi, dans les... 1968. En 68. Ouais. Donc, Harry, qui était sûrement assez âgé à ce moment-là, exact. Qui, lui, parle de son père, de son grand-père, de sa famille, sa mère, puis sûrement toute la panoplie de la famille. Là. Puis grâce à cet enregistrement-là, nous autres, on était en 2021, dans le bois. Puis il nous racontait l'histoire de ce territoire-là. Exact. Moi, j'ai trouvé ça fou. Pour la première fois, j'ai apprécié avoir un cellulaire dans le bois. Je me suis dit, une chance qu'il était là, Harry. On a transcendé quelque chose bien puissant. C'était puissant. C'est malade. C'est le mot. OK. Fait que oui, c'est très touchant encore. Le film, on peut voir plusieurs images d'archives aussi. Donc, des archives de Harry, justement, senior et fils, que tu m'as envoyé. Ça, c'est un guide Wendat. Je vais le mettre en plein écran. Avec un sportsman en avant, justement. Un sportsman! Oui. Un monsieur. Lui, on ne sait pas c'est qui. Ça, c'est Alexandre Sioui. Titi. Titi? Ouais. Titi! Puis, cette photo-là. Je me rappelle plus du prénom du monsieur. Je sais que c'est un l'aîné à gauche. Puis Alexandre Sioui, encore une fois, à droite. Là. Titi. Puis, Titi. Au centre, c'est un Picard, si je ne m'abuse. Oui. On l'aime-tu, ce film-là? Hein? C'est magnifique. Tout au long du film, là, c'est ça, on a des belles images comme ça. Je trouve que c'est beau. Ça fait vraiment le pont entre l'expérience qu'on a vécue puis l'expérience que nos ancêtres ont vécue là, dans ce même territoire-là. Ce qui est fou, c'est de s'imaginer être à cette époque-là, puis que ce soit vraiment en survie. Parce que nous, on est là pendant 6 jours, on a tout notre équipement, nos tentes, on a tout le nécessaire pour faire de la bouffe, on a de la bouffe. Fait que, tu sais, c'est différent comme mode de vie avec les nouvelles technologies puis la manière qu'on le fait. Mais eux partaient vraiment, là, mettons, des mois carrément en survie. Tu sais, j'imagine à quel point ils étaient forts, ces gens-là. Physiquement, mais aussi mentalement, tu sais, de passer au travers les intempéries, le froid. Tu sais, nous, on l'a vécu à petite échelle, mais quand même, tu sais. Puis nous, on avait le backup du gars des vues. Là. Ça, je trouve que c'est important de le dire. Là. Il y a des choses qu'on avait plus ou moins calculées. Moi, le stock qu'on aurait. Puis là, je voyais le portage du lac à Moïse qui s'en venait. Peut-être bien qu'on va revenir on pourrait en parler tout de suite du portage du lac à Moïse. Mais qui est à 8 km environ sur le bord de la rivière à Moïse. Oui.
Puis, ça faisait plusieurs portages qu'on faisait 2 fois. Là. Je me suis dit, là, le 8 km, 2-3 fois, ça va faire une grosse journée. Donc, j'étais contente qu'on ait du ravitaillement, qu'il y ait des gens qui viennent nous voir pour pouvoir leur dire, là, dans 2 jours, est-ce que vous êtes game de revenir? Mais avant, il n'y avait pas ça, là. Non. S'ils partaient avec trop de stock, tout bad, là, ils en laissent en arrière. Puis, mais donc, on est bien chanceux. C'est ça. Fait qu'on a truqué un peu l'expédition. C'est sûr. Parce que le portage de la rivière à Moïse, qui est un portage ancestral qui est super important d'ailleurs pour le point de départ de l'aire protégée, fait quoi, 8-9 km? 8 km. Bon. Sauf que là, on avait une équipe de support, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, qui nous a pris la moitié de nos bagages pour les amener à l'extrémité du portage. Sauf que ce qui est arrivé, c'est quand on est arrivé à peu près à la moitié du portage, il s'est mis à pleuvoir des clous, des cordes. Puis, on était dans un endroit où la forêt avait vraiment repris, puis on ne trouvait plus le chemin. Puis, il était 6 heures. On avait poireauté, là, on n'avait pas trouvé l'entrée de l'autre bord. On est rentré dans le portage assez tard, là, 3 heures l'après-midi. Il aurait fallu commencer le portage le matin pour avoir le temps de le faire au complet, mais on est rentré trop tard. Fait que là, le soleil s'en venait pour se coucher. Ouais. On n'avait même pas fait presque la moitié du trajet, puis on ne trouvait plus le chemin, puis là, il pleut. On n'avait pas de bouffe non plus. On n'avait pas notre bouffe, on n'avait pas nos tentes, parce qu'on avait tout envoyé ça dans le camion qui nous suivait un peu par l'externe, là, par les chemins forestiers. Parce que, comme on peut voir sur la carte ici, là, le sentier de la rivière, il longe vraiment là, pendant longtemps sur le bord de la rivière, mais la ligne rouge qu'on voit, c'est des chemins de bûcher. Donc, tout ça, ça a été bûché, en fait. Fait que l'histoire, c'est qu'on avait un camion qui pouvait nous suivre puis avoir du support. Si jamais il arrivait de quoi de grave ou d'important, mais on avait tout le temps quelqu'un qui était pas loin. Mais l'histoire donc du portage, c'est vraiment les coupes forestières se seraient rendues quasiment jusqu'à la rivière. Je pense que la route passerait où est-ce qu'il y a le portage, le sentier. Ça, c'est un exemple d'harmonisation forestière. Là. On le dit, on en parle dans le film, là, mais le portage de la rivière à Moïse, on le connaissait. Les gens du bureau d'Union Éthiopie sont allés le géoréférencer. Puis, ils ont été capables de mettre un buffer là, de protection autour du sentier. Donc, si nous été de notre travail au bureau d'Union Éthiopie, ce sentier-là, aujourd'hui, n'existerait plus. Ce serait un chemin forestier. Puis ce sentier-là, c'est magnifique. Là. C'est des murs d'arbres. On a l'impression que c'est tapé depuis des milliers d'années. On a une photo ici de Mario quand il est allé la première fois, il y a une dizaine d'années. Ouais. C'est fou, là. Ah oui, un chemin fou. qui s'en va à Rome, là. Ouais. C'est ça. Puis on était confiants, justement, parce que quand on était dans de la sapinière comme ça, là, c'était assez évident. Là, le chemin était facile, sauf que dès qu'on tombait dans du... Mario pourrait... C'est ça, ouais. Là, on tombait dans des zones où il y avait beaucoup de boulot. Là c'était repris, puis c'était très difficile de retrouver le chemin. Il y a eu déjà des endroits dans le portage où on avait de la misère. Il fallait percer avec les canaux. Puis c'est ça, on est arrivé à un moment à 6 heures le soir où c'est qu'il n'y avait plus de chemin. Il mouillait à Sio. On n'avait pas de bouffe. Mais je me dis à quel point on aurait pu se rendre. T'sais. Je le sais pas. T'sais. Pour de vrai, là, si on avait été à 2 heures l'après-midi, là, on aurait envoyé quelqu'un en exploration puis on aurait retrouvé le chemin. C'est juste que là, comme la panique était un peu prise. Ben, pas la panique. C'était l'heure, c'était le froid, la pluie. Là, on se disait, hey, on se couche ici en dessous des canaux puis on attend demain. Ça, comme tu peux pas faire ça. On était trempés. On va tout geler, là, on va tout se mettre à geler. C'est qu'on comptait ce qu'on avait à bouffer aussi, puis avec 4 peanuts chacun. Ouais, c'est ça. La nuit aurait été longue. Fait que là, c'est ça, on a réussi à piquer dans le bois puis à aller rejoindre le bûcher. Puis après ça, aller rejoindre le chemin forestier, à commencer à marcher. Puis là, il y avait un Wendat qui a un chalet dans ce secteur-là, puis on a réussi à squatter son chalet. Hey, moi, je le nommerais, ça dérange. Ben non, vas-y. Olivier Picard. Ouais, on lui dit un gros merci. Là. Ouais. Parce qu'on lui a comme demandé après l'avoir fait, là, parce qu'on a trouvé la clé. Mais on a trouvé la clé, on s'est comme... ça a comme vraiment fait du bien là, d'avoir un toit pour une nuit. Pour vrai, oui. Ouais. Puis on n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix rendu là. C'est le fun parce que, tu sais, ça fait partie son campement, il l'a installé sur le bord de la rivière à Moïse en vertu de la loi sur les campements, la loi Huron-Wendat sur les campements. Fait que c'est le fun aussi de voir, tu sais, c'est ça notre occupation du territoire, c'est de l'entraide aussi quand on est dans le bois. Puis justement, après, on lui a écrit pour le remercier, là, puis dire qu'on avait dormi dans son chalet. Puis ça lui faisait plaisir, là, il était super content d'avoir pu nous aider. Puis, fait que c'est ça. Merci Olivier Picard encore une fois. Vraiment, belle solidarité. Big up! Je me demande, tu sais, on a pris des photos là, sur sa caméra de chasse, là.
Ouais. composait puis tout. Ils sont Pensez-vous vigiles. qu'ils les ont Ouais, vus? sûrement qu'il les a à quelque part dans ses Tu affaires. pourrais les mettre en commentaire en bas de ton podcast. Ali, on t'invite à mettre en commentaire nos photos de niaisage qu'on a fait autour de ton feu. OK, il y a un segment que j'aimerais peut-être montrer, qui est un super beau segment. C'est toi, Béa, qui parle. En fait, c'est un segment d'entrevue qui est super touchant. Ouais, fait que sans plus tarder, je fais jouer cet extrait. Qui a été harmonisé. Donc, ça a été entendu qu'il n'y aurait pas de couple, mais ça, l'harmonisation, c'est pas un statut de protection. C'est pas quelque chose qui est permanent. Il aurait fallu le refaire peut-être dans 10 ans puis de redire que ce sentier-là existe. Tandis que là, avec le statut d'aire protégé, on a l'impression que ça nous donne un outil pour peut-être nous planifier en amont les coupes forestières puis être sûr de protéger ces sentiers-là qu'on connaît. Au départ, j'avais l'impression que je ne pourrais pas les comprendre ou avoir le sentiment qu'ils ont, eux autres, quand ils marchent dans les sentiers, parce que c'est leurs ancêtres, c'est vos ancêtres. Mais quand on arrive là, c'est plus gros que tout, même si c'est pas ta famille à toi, tu es rencontré là, tu as dit c'est les ancêtres. Puis c'est fou, tout le monde peut le ressentir. Là, on appelle ça l'esprit du lieu là, comme concept. C'est d'arriver puis de ressentir quelque chose de fou. Là, puis là, maintenant, on va me le raconter, je vais pouvoir dire je l'ai senti moi aussi. Mais je pensais à la base que je pourrais jamais. Puis j'avais peur de me l'approprier. Mais je pense que tout le monde qui va passer dans ces sentiers-là puis se dire c'est vieux comme le monde va avoir un feeling de shit. C'est beau, ça sent bon. Donc, je trouve ça fucking, moi. Puis d'être avec vous aussi, puis qui le découvrez, qui connaissait les histoires, mais qui maintenant juste voyez exactement ce que c'est. Ben, moi, ça me touche, je pense. Je trouve ça juste trop beau. Vraiment. Je sais pas comment dire, j'ai pas de mots. J'en ai pas. Ça me touche, je pense. Je pense. Ah ouais, t'avais une petite larme. Je pense, mais j'avais pas de larme. Ben, je retenais. J'avoue que je retenais, mais c'est parce que je suis pas quelqu'un de particulièrement spirituel. Puis quand je lisais sur l'esprit du lieu, je me demandais, moi, si ça serait quelque chose qui viendrait me chercher. Puis finalement, complètement. Complètement. Puis ça m'a surprise d'être aussi émotive là, face à un chemin dans le bois. Là. Puis pour vrai, là, c'était un chemin dans le bois. Là. Puis ça me faisait de quoi? On faisait nos portages, on forçait comme des bœufs, mais j'avais tout le temps un sentiment, j'avais l'impression de l'éviter. Puis pour quelqu'un qui est franchement pas spirituel, ça m'a comme débousselé un peu. Puis c'est pour ça que je suis aussi pauvre. Mon vocabulaire est pauvre. Je suis comme surprise de vivre toutes ces émotions-là. Puis c'était un moment où j'avais envie là, que mes amis le sentent, que vos amis le sentent, que tu sais, de le partager au monde. C'était tellement le fun. C'était comme... C'était pur. Ouais. Puis ce qui est spécial vraiment, c'est qu'à ce moment-là, on est arrivé à peu près à midi pour luncher. Puis on se disait, on a trouvé le portage. Il est juste de l'autre bord de la rivière. Fait qu'on s'est arrêté. C'est comme une espèce d'éclaircie là, où c'est qu'il y a une chaloupe pour quelqu'un de la ZEC. On a mangé là, puis là, après le dîner, on a traversé la rivière pour aller pogner le portage, tu sais, parce qu'il est là, c'est facile. Mais finalement, on l'a cherché pendant comme 2 heures. On l'a jamais trouvé. La mousse, là, mouillée. Puis là, on s'est rendu compte qu'il y avait un petit segment de portage qui était il partait carrément d'où c'est qu'on avait lunché. Sur l'autre rive de la rivière. Sur la rive nord de la rivière. Fait que là, on a fait ce segment de portage-là qui a duré peut-être une grosse heure à traverser, aller-retour. Ouais. Pas aller-retour, mais de le faire 2 fois. Puis là, à ce moment-là, le vrai portage, il est de l'autre rive, sur la rive sud de la rivière. Exact. Puis donc, c'est ça. C'est pour ça qu'on est rentré tard dans le portage, mais on avait planifié rentrer tôt. Oui, puis on aurait réussi à rentrer tôt. Mais je vais le dire, là, moi, j'avais oublié la carte. Hein? J'avais pris la mauvaise pochette rouge. J'avais 2 pochettes rouges. Oh non. Ah oui. OK, c'est ça. Parce que sur la carte, c'était bien indiqué. Le premier portage. Rive nord, puis ensuite l'autre en rive sud. La carte est dans le camion. Ouais. La bouffe. La bouffe est dans le camion. Les tentes sont dans le camion. Ouais. Let's go! On s'en va faire un portage de 9 km. Hey, je m'excuse, gars. mais c'est spécial parce que ce moment-là, il est critique aussi pour l'avenir de comment on veut occuper ce territoire-là parce qu'on s'est pété le nez sur un mur d'arbres, puis des zones, puis des petits arbustes là, qui sont impossibles à traverser. Fait qu'il va falloir, si on veut que le portage continue d'exister, d'aller débroussailler là éventuellement. C'est quelque chose que vous allez faire? Dès l'été prochain.
Bon. Dès l'été prochain, puis ça va être de le faire avec l'équipe de recherche aussi. Moi, je pourrais bien y aller avec une débroussailleuse, là, mais mettons que je le fais à côté, je protège-tu encore le chemin, tu sais? Non, c'est Donc, ça. c'est d'y aller avec l'équipe de recherche, Ben oui. des archéologues, puis de refaire, de réouvrir la partie qu'on n'a pas trouvée, puis d'être le plus juste possible, là, suivre le tracé réel. Mais dès l'été prochain, ça va être fait. Là, pour nous, ça a été comme ça sonnait l'alerte un peu. Là. Qu'est-ce qu'on protège si finalement le sentier n'existe plus? C'est ça. C'est ça, c'est que on s'est rendu compte que de la conservation, c'est pas passif. C'est aussi actif. Il faut qu'on entretienne ce patrimoine-là pour le conserver, parce que sinon, comme dit Mario dans le film, tu protèges quoi? C'est un chemin qui est refermé et ça sert peu à rien. Je veux dire, on protège un lieu que le but, c'est de le réoccuper, de continuer à l'entretenir, ce chemin-là, de continuer à le faire, que mes enfants puissent le faire, que tes enfants puissent aussi marcher ce portage-là. C'est ça le but. Il faut l'entretenir. Ouais, puis oui, c'est ça. Ce que je voulais dire, c'est que je voulais comme imager. On le voit pas nécessairement dans le film parce qu'à ce moment-là, il pleuvait vraiment beaucoup, fait qu'on n'a pas sorti les Kodak. Mais il y a des segments du trajet de ce portage-là qui ont été travaillés, là. Tu sais, comme, mettons, on est dans une pente à 45 degrés, puis on longe la montagne, puis la rivière était à notre droite à ce moment-là, en marchant, puis on était comme vraiment de côté, mais le chemin a été travaillé, donc on marche sur un terrain plat, comme vraiment si le chemin avait été fait à ce moment-là, qui avait été creusé, qui avait été aplati, tu sais. Puis, tu sais, sûrement qu'il y en a qui sont montés avec beaucoup d'équipements dans le temps des premières explorations des Américains, tu sais, sont montés avec. Les premiers Américains devaient arriver avec une montagne de stock, avec un appareil photo. Tu sais, un appareil photo là, en 1915, là, ça devait prendre de la place là, dans des valises. Là. Ça devait être lourd. Puis même, tu m'avais montré une photo qui m'avait vraiment épaté. C'est un Américain qui se faisait porter. Si je ne me trompe pas, c'est le major Sanford qui se faisait porter sur sa chaise. C'était quasiment un trône. Un trône de roi. Fait qu'il y avait un guide en avant, un guide en arrière, puis il portait le major Sanford dans les portages. Dans ce portage-là, sûrement. Probablement. Des grandes chances. Puis ce qui nous est arrivé de se péter le nez dans des feuilles et des arbres, c'est déjà arrivé sûrement à des gens avant. Tu sais, mettons, tu recules de 200 ans, il y a sûrement eu des moments de période de 10-15 ans où la forêt a repris, puis il a fallu qu'eux redébroussèrent, même que tu m'en avais raconté une histoire comme ça. Oui. C'est documenté, effectivement. Là, tu réfères à une expédition d'un homme qui s'appelle Curtis, qui était justement un Américain à l'époque. Puis il est accompagné de guide Wendat. Puis il fait une expédition pour aller découvrir le lac à Moïse. Je mets des guillemets à découvrir parce que c'est un lac qui était déjà bien connu de nos ancêtres. Là. Il y avait des portages qui se rendaient du nord, du centre, du sud, là, de partout. Puis effectivement, les guides Wendat arrivent à ce grand portage-là. Eux autres, ils ont fait le chemin inverse. Donc ils remontaient la rivière à Moïse puis ils montaient le portage alors que nous, on le descendait. Puis il arrive, puis il est pratiquement refermé le chemin, mais il y a encore les vieilles blazes qui appellent des plaques sur les arbres. Fait que finalement, les guides Wendat sont capables de réouvrir le chemin. Ils se rendent jusqu'au lac à Moïse. Puis finalement, l'expédition, il y avait un autre groupe de Wendat qui était passé par le nord, qui avait fait notre chemin durant l'expédition. Là. Fait que tout ça pour dire que effectivement, c'est un territoire qui, à ce moment-là, les guides Wendat, ils connaissaient l'existence de ce portage-là. Puis c'est ça. Donc, puis il y avait des traces d'occupation. Donc, ça, c'est encore une fois, ça, c'est une preuve que le territoire était occupé bien avant l'arrivée des clubs là, par les Wendat. Puis le trajet qu'on a fait, c'était une espèce de rond. Donc, on est parti du lac des Passes pour finir au lac Batiscan, qui est vraiment comme une loupe là, un peu qu'on a fait. On a monté dans les montagnes, puis on est redescendu. Mais il y a d'autres chemins, il y a d'autres portages. Il y a encore d'autres choses sûrement qui n'ont pas été encore trouvées. Tu sais, je sais qu'il y a un portage entre le Batiscan puis le Moïse, mais plus à l'est. Mais sûrement que ça pourrait être à explorer éventuellement. C'est certain. Avez-vous des projets d'avenir avec le bureau pour continuer de découvrir des nouvelles choses là-dedans? C'est sûr. Puis il y a beaucoup de travail archéologique qui doit être fait encore. Là, on connaît l'existence, entre autres, je nomme la Grande Coulée. Là, c'est un des portages qu'on connaît bien qui rejoint le lac à Moïse à partir du lac Batiscan. Puis bon, je sais qu'il y a eu des inventaires archéologiques pour tenter de retrouver ce portage-là. Il n'a pas encore été retrouvé. Le territoire a changé beaucoup avec les années aussi. Il y a eu des coupes forestières. Tout ça pour dire qu'il y a encore effectivement des choses à aller découvrir, des chemins à réouvrir, c'est certain. Puis, c'est ça. Je vais vous montrer une image du lac Batiscan. Là, la dernière image de drone du film là, dans le générique, c'est le lac Batiscan. C'est magnifique. Ouais, c'est ça. Ben, on n'a pas besoin de l'entendre. C'est juste que je voulais voir l'image, mais
ce lac-là, j'avais jamais vu ce lac-là. Mon grand-père était déjà allé. Mais, tabarnouche, c'est de toute beauté. Vraiment, De toute là, beauté. la grandeur du lac, puis c'est ça, la grandeur du territoire aussi. Puis, alors, c'est ça. Sinon, on a pêché, on a bien mangé, Ben on oui. a fait du fun. Puis, dans le futur, est-ce qu'on va avoir un réel contrôle sur les coupes forestières? Est-ce que ça a été officialisé, ça, ce projet d'air protégé-là? Ben, ça a été officialisé qu'on était un projet pilote d'air protégé à utilisation durable des ressources. C'est quelque chose qui n'existe pas encore au Québec. En fait, ça existe. Ouais. Projet pilote. Donc, ça veut dire Projet que c'est pilote, ça veut dire Non, mais je sais ce que ça veut dire, mais ça veut dire que vous êtes les premiers un peu à on faire est les quelque premiers. chose du genre. Il y en a 2 au Québec. Il y a l'île d'Anticosti, puis Ok. le Yaninondé. Ça a été officialisé en même temps, je pense. Hein, ça? Oui, la Ok. même journée, la même annonce. Là, ça a été une annonce conjointe. Là. Donc, c'est à nous, finalement, là, de remplir la coquille vide. Là. Ça a été ajouté à la loi sur la protection là, du patrimoine naturel en janvier, je crois, 2021. Puis, le 8 juin 2021, le gouvernement faisait l'annonce qu'on était un projet pilote. Donc, c'est une coquille vide. Ils ne savent pas trop dans quel sens ça va aller. Puis, c'est à nous de faire des recommandations. Exact. C'est comme ça, j'ai envie de lancer la balle à Charles-Antoine parce que c'est lui qui j'ai l'impression, va nous aider à prendre. Parce que là, il faut prendre. C'est beau, on a eu un projet pilote, mais donc ça nous permet d'inclure là, la vision de la nation là, à l'intérieur de ces projets-là. Oui, ben, c'est important de mentionner d'abord, c'est à utilisation durable. Donc, c'est pas un parc national comme le parc de la Jacques-Cartier, là, où c'est très strict la conservation. Là, c'est-à-dire qu'il y a un noyau de conservation dans ce territoire-là qui serait le massif de forêt intact, où là, il n'y aurait aucune activité forestière, industrielle de diverses natures. Là. Ils sont prêts à faire ça. Là. Oui, exact. C'est Le ça. gouvernement est prêt à dire, Ben, OK, on coupe plus. Exact. Ben, faut que ce soit 50% au moins de l'air protégé là, qui est conservé de façon stricte. Puis l'autre portion, qui est une portion qui a entre autres déjà été exploitée. Là, Oui, parce donc, que, disons-le, le massif de forêt vierge était beaucoup plus gros avant. Là. oui. Donc, ça, c'est quelque chose que je ne savais pas, que j'ai appris dernièrement de votre part. Là. Je vais vous montrer la carte. Là. Ben, On ça voit. allait Là. quasiment jusqu'au lac Batiscan. Donc, Donc, le lac en bas, là, au sud, le là, lac Vatican qui est ici. Donc, ça, c'est le massif de forêt vierge. Puis là, ça a été grugé jusqu'à la partie bleue. dans le fond, quand vous avez parti le projet, dans les alentours de 2010, Ça pouvait tout être bleu. c'était tout bleu. C'était tout Pratiquement. en Presque, forêt vierge. Presque. Puis, quand ils ont appris que vous vouliez protéger ça, ils se sont dépêchés. Ben, entre ça, autres. c'est l'impression que ça donne. C'est juste que l'industrie c'est ça. forestière était rendue là aussi. C'est ça. C'était la prochaine étape. Là. Mais donc, nous, Jusqu'à ça nous la donne fin, l'impression on qu'on coupe. faisait une course contre la montre. Oui, Ouais. jusqu'à la fin. Puis là, il y a eu un moratoire, c'est important de le dire, je pense, en 2018, là, à l'intérieur de la partie bleue. OK. Puis, dernièrement, en 2020, on a fait la demande de moratoire sur les coupes sur l'entièreté du projet. OK. Mais là, pour vraiment se donner un répit, là, pour arrêter d'être en mode réaction puis d'être à la course aussi, parce que c'est pas là que tu fais la meilleure science, c'est pas là que tu as le temps de réfléchir. Puis, donc là, de dire, OK, là, laissez-nous donc le temps. Vous nous dites que ça vous prend des preuves, là. Ben, donnez-nous le temps de la monter, cette preuve-là, là, plutôt que de nous demander de sprinter tout le temps. Puis ça, est-ce que c'est le genre de projet qui se voit ailleurs dans le monde? Oui. Ben oui. Oui, en fait, le statut d'air protégé d'utilisation durable, ça existe à peu près partout, même au Canada. Là. Au Québec, on est dans les derniers à avoir officialisé un statut d'air protégé comme ça. Fait que oui, ça se voit ailleurs. Puis c'est ça, pour définir ce statut-là au Québec, il va falloir qu'on aille chercher de l'expertise aussi ailleurs, puis voir d'autres projets qui ont été faits. Mais donc, c'est ça. Tout ça pour dire que le projet, bon, qu'est-ce que ça va donner, ça reste à voir. Mais une chose est sûre, en tant que nation autochtone, nous, on doit s'assurer de faire passer nos intérêts, nos objectifs de conservation en avant, puis s'assurer, les mettre à l'avant-plan, parce que en ce moment, on est joueur, on est avec le gouvernement. C'est le gouvernement qui protège. C'est comme ça que lui le présente. C'est le projet du gouvernement. Donc, nous, on doit s'assurer que c'est aussi le projet de la nation. C'est surtout le projet de la nation. Puis c'est ça, on doit inclure là-dedans notre vision, notre façon de voir le territoire, puis surtout, qu'est-ce qu'on veut conserver là-dedans. Ben, je pense qu'on devient des défenseurs de l'écologie dans un sens. Parce que, à part l'occupation, qu'on va là les fins de semaine pour pêcher une coupe de truites, puis peut-être chasser à l'automne, dépendamment des tirages au sort, parce qu'on fonctionne en tirage au sort ici à Wendake. Ben, à part cette occupation-là, on ne veut pas creuser une mine. Ben non. On ne veut pas faire un barrage hydro là-dedans. Fait qu'on on devient
oui, il y a un peu de développement économique, je pense qu'on peut voir avec ça, mais on ne veut pas exploiter les ressources de ce territoire-là. Non. Dans le fond, on veut juste l'occuper, puis on veut le protéger parce que c'est notre devoir, je pense, en tant que Première Nation, de protéger la nature. Puis, il y a quelque chose de vrai. Pas juste en tant que Première Nation, c'est parce que, tu sais, BA, c'est parce que, tu sais, on en a parlé, c'était super bon quand tu disais que tu voulais pas t'approprier ce territoire-là. C'est super sage de ta part, mais en même temps, tu sais, on vit tous sur la même planète, là, tu sais, un peu, je vois ça de même. Fait que, oui, de dire que les Premières Nations, on doit protéger, mais non seulement les Premières Nations, je pense qu'il y a beaucoup de gens... C'était pas la peur de m'approprier le territoire, autant que la peur de m'approprier le sentiment que vous pourriez ressentir. C'était plus ça à ce moment-là. Ah! Ouais. Donc, mais puis le territoire, moi, je me sens légitime à l'intérieur du territoire. Je connaissais pas toute l'histoire des possessions. Ouais. Puis là, j'ai appris que c'est pas tout le monde qui se sent légitime sur les territoires des EC. Puis ça, c'est venu me toucher aussi vraiment beaucoup. Puis j'ai réalisé à quel point, pour moi, c'est acquis. Je peux y aller. Puis si je paye mes droits sur une ZEC, je suis bienvenue. C'est ça, parce qu'il y a une chose qu'on n'a pas dit, c'est que le premier jour au Lac des Passes, on s'est installé pour camper. Puis il y a quelqu'un qui est venu nous voir et nous a demandé qu'est-ce qu'on faisait là. Ouais. Ça, c'est la réalité sur une ZEC. Ça, c'est la réalité sur une ZEC. Mais tu sais, qu'est-ce qu'on fait là? Ben, on fait une expédition de canot. Tu sais, c'est pas... c'est bizarre, tu sais, parce que dans les ZEC, c'est des gens qui ont des chalets là depuis... Parce que dans le fond, les clubs privés sont devenus des ZEC. Exact. Moi, ça, c'est une autre information que je savais pas vraiment. Fait que les clubs privés dans les années 70 sont devenus des ZEC qui sont semi-privés. C'est encore un peu la même mentalité. Mais c'est un territoire public, en fait, officiellement. C'est un territoire public, sauf que les gens, il y a beaucoup de gens qui l'occupent depuis tellement longtemps, qui ont leur petit chalet là depuis tellement longtemps que ça devient comme une petite propriété privée en territoire public. Là. Fait que c'est très difficile, c'est assez complexe. Là, mais légalement, n'importe qui a le droit d'aller là. Tu payes les droits d'accès pour l'entretien des chemins, puis pour tout ça. C'est panoplie de services, puis tu te présentes sur le territoire, tu as le droit d'aller là, puis tu aurais le droit d'aller chasser n'importe où, sauf que là, tu vas te cogner le nez avec un gars qui a une cache depuis 35 ans, puis l'autre, moi, je suis là, ça fait 17 ans, puis il compte les années. Là, j'ai l'impression qu'il y a une couche de plus pour vous autres aussi, le fait d'arriver là, puis d'être autochtone, être Wendat. Mais moi, je l'ai senti bien plus le côté fermé. Moi, je n'avais jamais été exposée à ça. Ouais. La part de qu'est-ce que vous venez faire ici, moi, je ne l'avais jamais senti. Notre occupation territoriale, puis Brad aussi, tu pourras en témoigner, puis je pense que dans l'expédition, ça s'est senti aussi, c'est qu'on se soumet tout le temps à une possibilité de conflit. Si on va dans un territoire... Juste pour être là. Juste pour être là. Alors qu'on est plus légitime que n'importe qui d'y être. C'est juste que les gens sont là, ça fait tellement longtemps, c'est une ZEC, c'est un territoire public, il y a une façon de voir le territoire souvent exclusive. Là, on regarde le territoire comme quelque chose d'exclusif. Fait qu'il y a des Autochtones, soit dans le territoire, puis souvent, c'est les mots qu'on utilise, là, c'est comme on se réapproprie le territoire, là, alors que, je veux dire, c'est toujours bien notre territoire. Fait que c'est ça, quand on est dans le territoire, on a toujours cette possibilité-là de conflit avec des usagers. Puis ça, c'est une réalité qui est très propre à la nation Wendat, parce qu'on est, je veux dire, notre territoire, là, c'est une pizza. Là. Il y a des parcs nationaux, il y a des ZEC, il y a des réserves fauniques, il y a des municipalités. C'est épouvantable à quel point il y a du monde dans notre territoire. Là. Fait que effectivement, pour occuper le territoire, c'est toujours de se soumettre à des conflits potentiels. Là. Peu importe avec qui. Là. Mario, il y a un extrait que je vais mettre. Là. Mario parle très bien de espèces de conflits avec les ZEC avec les ZEC ou les... En tout cas, je vais le laisser parler, là, parce que c'est lui le spécialiste de ça, en fait. Dans une ZEC que des gens occupent depuis de nombreuses années, ça a été très mal perçu, d'une certaine façon, parce que qu'est-ce que les Wendat viennent faire ici? C'est la grosse question. Est-ce qu'on va perdre notre gestion du territoire? Est-ce que c'est eux autres qui vont prendre le contrôle? Est-ce qu'on va avoir encore des camps? Le monde pose beaucoup de questions, mais souvent, ça vient... Il y a des préjugés, il y a des mythes qui existent. Les gens ne nous connaissent pas vraiment. En faisant un projet comme celui-là, justement, ça nous permet de créer des liens. De plus en plus, on parle avec les... Tu sais, la ZEC de la Rivière-Blanche, avant, on leur parlait jamais. Puis aujourd'hui, on leur parle beaucoup. Oui, il y a l'air protégé, mais il y a d'autres choses. Ils font des campings, ils font des sentiers. Il y a le lac des Passes, là, justement, qui sont supposés rehausser de 35 cm. Donc, on a des discussions avec eux autres pour le projet, s'assurer qu'il n'y ait pas d'impact pour le poisson. En fait, il va y avoir probablement des impacts positifs, mais qu'il n'y ait pas d'impact sur les sites archéologiques de la nation Huron-Wendat. Parce que oui, il est occupé, donc il y a possibilité d'avoir des sites archéologiques, des camps, des sentiers, et ainsi de suite. Si on commence à bloquer tout le temps les projets partout, bien, la nation Huron-Wendat va tout le temps avoir des conflits avec
les différents promoteurs, les organisations, entre autres avec la ZEC. On veut surtout pas être en conflit avec eux autres. Je pense que c'est important qu'on ait des bonnes relations. On revient souvent au projet d'Arbres protégés. Moi, je suis convaincu de la protéger, c'est une très bonne chose pour les gens de la ZEC. Parce qu'ils vont avoir un plus grand mot à dire sur la gestion du territoire. C'est pas ici pour enlever aucun chalet à personne, là. Mais il y a des gens qui pensent ça. Là. Mais non, c'est pas ça. Mais tu sais, ça n'empêche pas qu'un rond adapte pourrait se construire un camp avec la Rivière-Blanche. C'est super important aussi, je veux juste rebondir là-dessus. Là. C'est vraiment important ce que Mario dit parce que le statut d'aire protégée d'utilisation durable, c'est aussi ce que la Nation, c'est ce que la Nation a toujours voulu parce que c'est que ce soit un projet inclusif, parce qu'il y a déjà des gens qui occupent ce territoire-là. On ne les enlèvera pas de ce territoire-là. Il y a des industries, des compagnies forestières qui vont couper. Il y a une ZEC, il y a la CEPAC. Ce monde-là là, sont légitimes aussi dans ce territoire-là. Puis le projet d'aire protégée doit inclure leur volonté, leurs objectifs, leurs intérêts aussi dans ce territoire-là. Oui, puis c'est une nuance que je suis habituée de faire aussi dans les présentations. Les gens, ils ont peur, ils sont braqués quand on arrive puis qu'on leur en parle. Puis moi, dès que je dis, on ne fait pas une revendication territoriale, on fait la revendication de la conservation de ce territoire-là. Puis on veut la faire avec vous. Là, les gens sont plus ouverts. Mais les gens, ils s'imaginent tout de suite qu'est-ce qui arrive, c'est que la Nation, elle arrive, elle sécurise ce territoire-là pour elle, dans ses propres intérêts. On a un agenda caché, puis on va aller vider les lacs. T'sais. Donc, ça a été un mur, honnêtement, là, de préjugés à défaire, à détricoter, maille par maille. Puis finalement, là, ça a été beaucoup Mario Groulouet qui parlait, là, puis c'est pour ça qu'il en parle avec autant d'aisance. Là, il a vécu tout ça. Mais il a convaincu les gens que c'était une bonne idée de le faire. Puis maintenant, les gens, ils nous appuient, les gens du milieu, des forestiers qui nous appuient, des gens qui veulent travailler avec nous autres pour bâtir quelque chose, un projet commun. Puis c'est ce qui fait aussi que je me sens légitime de travailler sur ce territoire-là. Ben oui. Parce que si c'était une revendication territoriale, j'aurais pas ma place, là, honnêtement. mais c'est ça, c'est une nuance qui est importante à faire, puis qui rassure beaucoup les gens aussi. Puis pour l'avenir, comment on voit, c'est quoi les projets qu'on voit dans l'avenir, dans cette aire protégée-là, en tant que nation? Je pense que ça commence par continuer la recherche qui a lieu dans le territoire, puis même l'élargir beaucoup à l'aspect, entre autres, patrimonial, culturel. On parlait tantôt de vision Wendat, mais essayer de comprendre, puis de se poser la question entre nous, Wendat, qu'est-ce qu'on veut protéger, puis comment on veut le protéger. Puis après ça, ça va être d'inclure ce qu'on va trouver dans le projet, d'essayer de le promouvoir là, pour l'avenir. Puis j'aimerais ça aussi que les gens, que les Wendat, que les Allochtones y aillent. Le partage qu'on a eu était quand même super intéressant puis important pour tout le monde. Ça a été un partage de connaissances. On a partagé le territoire, on a partagé l'expédition. Mais ça, c'est quelque chose que je souhaite à tout le monde de vivre. De faire des groupes, là, puis d'y aller, puis de suivre les sentiers. Donc, en les revalorisant, en les cartographiant, peut-être en rendant disponibles certaines entrevues, puis pour donner l'opportunité aux gens de vivre là, cette expérience-là qu'on a vécue. Ça, c'est sûr, c'est à plus long terme, mais je pense que c'est quelque chose qui serait une plus-value là, pour cette aire protégée-là, là, qui serait un lieu de rencontre, là, finalement. Là. Mm-hmm. Puis le film, on fait quoi? On le lance quand? Ça va être disponible où? Écoute, ça va être disponible partout. Le plus qu'on est capable. Le plus qu'on est capable. Puis il va y avoir un lancement aussi à Wendake après les fêtes. Donc là, on est avant les fêtes en 2021, donc quelque part en 2022. Puis, en fait, on va essayer de synchroniser la sortie du podcast avec la sortie du film. Soit avant ou après, peut-être en même temps, on verra. C'est comme un complément d'information qu'on vient de faire aussi. C'est le fun de... Je pense qu'on devrait le mettre sur Facebook, minimum. Les gens peuvent... Ah oui, non, c'est sûr. Sur les réseaux, puis sur le site Internet du Bureau du Nouveau-Brunswick, c'est sûr. Puis bon, à suivre sur quel... Ça serait le fun que ça soit assez permanent. Hein, une fois qu'on... Oui, c'est ça. Archiver ça aussi, puis faire d'autres projets, d'autres expéditions. Moi, j'aimerais ça... je sais que les Atikamekw font ça. C'est des expéditions avec les jeunes. Ils partent avec des guides et des jeunes, puis ils partent de Obidjwan, ils vont jusqu'à Wemotaci. Après ça, ils vont jusqu'à Manawan. Donc, c'est à peu près 2 semaines, descendre la rivière comme leurs ancêtres. Puis, ils ont commencé à 6, puis ils sont rendus à peu près 50. Ben, c'est ça. Puis, ceux qui voient le film, là, parce qu'il y en a qui l'ont vu en primaire, mais ça a été la réaction de dire...
j'aurais aimé ça être là, Mhm. être avec vous autres. Mhm. Puis, ben, c'est sûr que ça, à chaque fois, ça plante une graine. Là, je me dis, ben oui, OK. S'il y a autant de gens qui réagissent comme ça puis qui veulent y aller, faudrait peut-être bien s'organiser pour que ça soit accessible. Souhaitons-nous une expédition Yanni Hyundai numéro 2. Oui. Ouais, avec moins de caméras, Oui, c'est ça. s'il vous plaît. Ouais, plus vivant, plus organique, Ouais. avec, en intégrant les jeunes de la communauté et les jeunes qui ne sont pas de la communauté qui voudraient participer. Pourquoi pas? Mhm. Merci Charles, merci Béatrice. C'était super Brian. le Merci, fun de Brian. vous recevoir. Puis on va se reparler. On va se Ben revoir. oui. Salut. Ciao.